Je m'appelle Juliette Fallenbrock et je suis responsable du mécénat et des relations donateurs à la Fondation Asile des Aveugles. Alors mécénat, ça veut dire beaucoup de choses, mais finalement, en gros, j'essaye de trouver des dons, des soutiens financiers pour toutes nos activités et nos missions. Alors ça remonte à déjà il y a quelques années, 2012. Notre plus grand donateur, qui le reste à cette date, vous le connaissez peut-être en fait, c'est le fondateur d'IKEA, M. Ingvar Kamprad. Et en 2012, il a choisi de faire un don de 10 millions de francs, ce qui est extraordinaire pour nous. Et il a spécifié que ce don irait pour soutenir la santé visuelle des enfants et des jeunes. Donc en fait, chaque année, avec les revenus du capital de ce don, on soutient des campagnes de prévention, des dépistages, des activités d'insertion professionnelle pour les jeunes aveugles et malvoyants. Donc c'est un don qui va encore nous bénéficier pendant de très longues années. Grande question. En fait, on a de la chance d'être assez connus dans ce qu'on fait. On a fêté l'année dernière nos 108 ans, donc les gens savent, ils nous connaissent en tant qu'institution. Donc il y a des patients qui sont satisfaits des soins, de l'accompagnement qu'ils ont reçu ici, puis qui décident de faire un geste, donc de faire un don. Ça c'est des particuliers, des individus finalement. Et puis il y a aussi des fondations. Donc on a de la chance en Suisse d'avoir beaucoup de fondations, 13 000 fondations en tout, dont la moitié qui sont des fondations donatrices. Alors évidemment, elles ne donnent pas que à la santé visuelle, mais elles donnent à plein d'autres buts. Et donc, on essaye de trouver des sujets d'intérêt commun. Par exemple, il y a des personnes ou des fondations qui soutiennent des personnes âgées, il y a des personnes ou des fondations qui soutiennent des activités pour les jeunes, beaucoup dans la recherche aussi, puisque c'est quand même une de nos grandes activités, c'est de faire de la recherche en ophtalmologie. Alors ça, c'est une grande question, je crois que tu as vraiment mis le point là-dessus. Sur la bonne, ce qui nous occupe, ce qui nous tracasse quelquefois, c'est que évidemment on veut avoir des donateurs fidèles, ça c'est précieux. Donc en fait on a des personnes qui nous donnent depuis des décennies. On a vraiment des personnes qui, disons chaque 22 décembre, nous font un don. On sait que voilà, on les connaît, on leur parle au téléphone quelquefois, etc. Quelquefois aussi c'est une démarche familiale, il y a des gens qui donnent, puis il y a leurs enfants qui donnent. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est également de convaincre en fait, un public plus jeune de l'importance de la cause, en fait, c'est comme ça qu'on se positionne, de la cause de la santé visuelle. Et puis au niveau des fondations aussi, ou des entreprises, de finalement pas toujours retourner vers les mêmes, parce qu'on va rechercher de l'argent sur des projets. Et plus on a de projets, pour chaque projet, on doit solliciter 5, 10, 15 fondations pour espérer avoir une réponse positive. Et donc plus on a de projets, plus on sollicite et on ne peut pas toujours aller vers les mêmes. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de sursollicitation en fait. Tu le sais bien finalement, même dans la rue, il y a des stands, tu es sollicité pour Amnesty International, pour Caritas, pour Terre des Hommes. Donc c'est un marché, si j'ose dire, si j'ose positionner ça comme ça, mais c'est un marché qui est quand même très concurrentiel. Alors pour certains dons, et avec l'accord des donateurs, on peut avoir par exemple, s'ils ont nommé un espace, ils peuvent avoir une plaque à leur nom. C'est relativement rare. Moi j'ai travaillé 10 ans aux États-Unis et là-bas c'est beaucoup plus courant. Par exemple dans les hôpitaux d'avoir vraiment un donor wall, un mur avec tous les noms des donateurs qui ont participé à une campagne par exemple pour créer un nouveau bâtiment. Chez nous en Suisse c'est un métier qui se développe depuis relativement récemment, je dirais 10-15 ans. Mais il y a plein d'autres moyens en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque donateur ne veut pas être remercié de la même manière. Bon, ça dépend évidemment aussi un petit peu du montant, mais à partir d'un certain montant, qui varie, mais ce qui est important, c'est que finalement le suivi ou les remerciements, ils soient personnels en fait. Donc en fait, il y a plein de moyens dont on informe les donateurs de l'impact.
Ça, c'est un gros sujet, de l'impact des effets de leurs dons, des effets positifs de leurs dons. Donc ça passe par le rapport annuel, ça passe par des publications, ça passe par le site internet, etc. Et puis pour les donateurs qui soutiennent des projets en particulier, on leur fait un rapport et surtout, et ça c'est vraiment une des parties les plus intéressantes je trouve de mon travail, c'est qu'on organise des visites et ils rencontrent les responsables de projet, donc les chercheurs, les chercheuses, les médecins, quelquefois des membres de la direction, mais pas seulement, des soignantes. On avait un chouette projet où il y a un donateur qui a soutenu un projet avec des petits bolides électriques en fait, qui emmènent les enfants au bloc opératoire et puis voilà, de juste les informer et de leur montrer très concrètement comment leur don a été utilisé. Je pense que c'est vraiment la moindre des choses et c'est ça qu'on essaye de faire. D'accord, merci beaucoup. Et ça a été quoi votre formation pour faire ce travail ? Alors, il y a de plus en plus de formations disponibles. Moi, je dirais que ma formation, elle n'était pas forcément liée à ce métier. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce en France il y a 25 ans. Et ensuite, j'ai déménagé aux États-Unis et c'est vraiment là que j'ai découvert ce métier. Comme je disais avant, il est beaucoup plus développé dans toutes les institutions, que ce soit des hôpitaux, des universités, des musées, que sais-je encore. Il y a vraiment cette fonction, en fait, où en plus des financements publics, on va chercher des financements privés. Donc moi, j'ai commencé dans le milieu universitaire aux États-Unis. Et puis j'y ai vraiment pris goût, parce que c'est finalement une fonction qui est assez stratégique. On est à la fois proche de la direction en interne, puis des gens qui font bouger les choses en interne, puis aussi des personnes qui sont, qui ont une chouette expérience avec l'institution et qui souhaitent redonner. Et en arrivant en Suisse il y a une quinzaine d'années, j'ai continué à l'EPFL, à faire un petit peu la même chose, avec le musée aussi, qui est à côté de la gare, la plateforme 10. Et puis ça fait 4 ans maintenant que je suis dans mon poste actuel. Donc je dirais qu'au niveau formation, j'ai plutôt appris sur le terrain, mais que je continue à suivre pas mal de formations continues, parce que ça change. En fait, c'est un métier qui évolue beaucoup. Comme dans tous les secteurs, on parle d'utilisation de l'intelligence artificielle, on parle de la digitalisation, etc. Et donc de se tenir au courant un petit peu de ce qui se fait. Et ça, il y a plein de formations qui sont organisées à l'université, ou bien par une organisation qui s'appelle Swiss Fundraising, ou bien Swiss Foundations, donc vraiment de suivre un petit peu ce qui se passe et les grandes tendances dans le secteur. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions et à une prochaine. Merci, bonne journée. Au revoir. En quelques mots, je m'appelle Jean-Marie Binga, je suis infirmier urgentiste depuis à peu près 20 ans. Je travaille à l'hôpital Jules Gaulin, l'asile des aveugles, à Lausanne. Je suis infirmier, je travaille aussi bien aux urgences en polyclinique et en angiographie, et j'ai une partie au bloc opératoire en salle de réveil. Qu'est-ce que je préfère faire? Au tout début, c'est quand même le contact avec les gens est quand même assez important. De pouvoir être proche, aide à la personne. Et nous sommes un peu entre guillemets, j'ai envie de dire des super-héros, sans la cape et puis sans le pyjama bleu, juste avec des gants en latex. Et pour pouvoir faire ça, comment trouver une meilleure tenue aussi cool pour pouvoir effectivement accomplir cette mission. Ce que j'aime le moins, c'est par rapport aux horaires, oui. Ça engendre quand même une certaine fatigue, à la fois morale et psychologique. Donc c'est vrai que même si on nous apprend que la blouse blanche est une armure, et on est bien content lorsque on a fini notre service ou puisque voilà, on est quand même confronté à des choses à certains moments qui ne sont pas évidentes. Et puis rentrer avec ce type de valise à la maison, c'est un peu lourd à certains moments. Mais bon, c'est quelque chose durant nos années de pratique et puis durant la formation qu'on nous apprend à faire. Mais c'est parfois un peu compliqué.
Le patient qui m'a le plus marqué, c'était une patiente, une personne âgée, et qui m'a dit un jour, qui m'a demandé mon âge, et qui m'a dit que, écoutez, profitez de la vie parce que c'est court, la vie est très courte, ça va très très vite, donc profitez de la vie, faites ce que vous avez envie de faire, donnez-vous comme vous pouvez vous donner, mais profitez. Alors, je m'appelle Isabelle de Dios, je travaille à la Fondation Asile des Aveugles en tant que graphiste et photographe. Et puis, vous allez sentir mon petit accent espagnol. Consiste à mettre en image les idées de mes collègues de la com, à peu près. Disons qu'eux, ils s'imaginent des projets et moi, je les réalise. J'étais toujours très attirée par des métiers artistiques et je voulais faire les dessins des modes. Donc je suis allée dans une école où il y avait la première partie, que c'était l'école d'art. Et puis là, j'ai abandonné la mode pour les graphismes parce que j'ai vu que je pouvais quand même m'éclater. C'était aussi très créatif. Et puis ça me convenait très bien. Et en plus, je pouvais les faire dans la même école sans devoir partir à Madrid pour les faire, comme c'était le cas de la mode. Et quand j'étais en train de faire les graphismes, j'ai aussi connu la photo en même temps. Et puis, je suis tombée amoureuse de la photo, donc j'ai continué mes études après avoir fait les graphismes. Et je trouve que c'est un métier passionnant, créatif, varié. Donc, c'est les meilleurs travaux du monde. Parce que quand je suis arrivée en Suisse, ils cherchaient un photographe en ophtalmologie et je ne savais pas qu'est-ce que c'était ça. Je me suis intéressée et puis j'étais prise en tant que photographe en ophtalmologie et, pour faire des photos aux patients. Et même s'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, en fait on fait la photo des iris et les photos du fond de l'œil. Et j'ai travaillé pendant 6 ans à la photo et ensuite ça me manquait les côtés créatifs de mon travail. C'était bien la photo, mais ça me manquait les côtés créatifs. Et puis Muriel est arrivée à la fondation et puis il a créé le département de communication et j'ai commencé à travailler. Tout, c'est un travail très créatif, très varié, comme j'ai déjà dit. C'est amusant, ça permet de s'exprimer, d'utiliser d'autres choses que les mots pour communiquer, comme l'image, la couleur, les formes. Et puis, je trouve que c'est bien de communiquer par tous les moyens, pas qu'avec les mots. La communication, c'est un monde qui est très large. Et on peut s'exprimer de plusieurs façons et j'aime bien